Introduction à l'art, partie 4. Augusto De Luca. Je me sens navigateur, ou mieux, explorateur, de l'univers immense de l'art. L'artiste est un découvreur qui cherche les clés pour ouvrir la porte des émotions et des sensations. L'art est le lieu où rationalité et imagination, vérité et fiction se marient en créant un mélange explosif. Alors celle-là de citation, waouh. Donc bon, d'abord, il t'explique, ce petit génie de l'art, que d'un certain point de vue, l'art forme un genre d'univers artistique, bon, admettons, oui, pas mal. Donc il y a un univers artistique, mais il n'est pas tout petit, il est immense. Bon, moi je dis qu'il est de dimension infinie, bon, chacun son langage. Donc il se dit, bon bah ok, c'est infini, l'univers de l'art. Bon bah, je suis un peu comme un navigateur, un explorateur, un découvreur. Donc, un baroudeur de l'art. Bon. L'artiste aussi, il a compris que parfois, en gros, tu as deux choix. Soit tu fais un discours de 1000 mots pour expliquer une sensation ou je sais pas quoi. Soit, des fois, une image. Des fois, une image vaut 1000 mots d'explication. Si tu arrives à décrypter un peu l'image, ah, d'accord. Tu comprends en pas très longtemps, si l'image est bien faite, bien symbolique, tout ça, tu peux arriver à comprendre certaines émotions, certains principes, certaines idées. Donc, c'est l'artiste aussi, c'est un découvreur de clés, de codes secrets, de couleurs, de structures de formes, de symbolismes, associés dans une certaine disposition. Ça fait clic. Ça t'ouvre des clés de compréhension de certaines sensations, émotions, idées, ce que tu veux. Et bien sûr, science et art, objectivité, subjectivité. Et un des outils favoris des mathématiciens ou des artistes, c'est l'imagination. Mais pas n'importe quelle imagination, à rêver d'imaginer, je sais pas quelle, des sphères carrées, ou des sphères cubiques, ou je sais pas quelle connerie. Bon, c'est sûr que si tu commences à imaginer tralala youpi, bon, tiens, bon, c'est rigolo des fois d'imaginer des trucs incroyables, impossibles, bon, pour se détendre, oui, pour rêver, pour se distraire, c'est très bien. Mais quand on réfléchit dans le travail ou dans la compréhension des mystères de l'univers ou je sais pas quoi encore, quand on veut vraiment trouver la vérité, bon bah l'imagination c'est très bien, c'est l'outil indispensable, mais c'est pas le seul. Il faut faire l'union avec d'autres principes. Et l'autre principe, lui il appelle ça la rationalité. Bon. Alors, c'est délicat. Moi, je préfère employer le mot de rigueur. Bon, c'est pas exactement pareil. Donc, les deux clés de l'artiste ou du mathématicien, du scientifique ou de l'artiste, c'est 1, imagination, 2, rigueur. Faut pas dire n'importe quoi, faut pas faire n'importe quoi. Il y a des règles, il y a des lois, de l'esprit, de la logique, des émotions, des sensations. Il y a des choses qui marchent dans un certain ordre et pas dans l'autre. L'exemple typique que je donne à mes étudiants pour prouver que l'univers n'est pas commutatif, c'est l'exemple tout con des chaussettes et des chaussures. Tu as deux choix. Soit tu mets tes chaussettes d'abord et tes chaussures après, soit tu fais l'inverse. Soit tu mets tes chaussures d'abord et après tu mets tes chaussettes. Bon.
Alors, il ne faut pas une grande imagination pour comprendre que le résultat n'est pas le même, c'est pas commutatif. Donc, il faut comprendre que l'univers n'est pas commutatif, c'est comme ça. Donc, il y a des choses qu'il faut faire dans un certain ordre et pas dans un autre, sinon ça marche pas. Donc, il faut comprendre des trucs comme ça, et donc il faut comprendre qu'il y a des lois mathématiques qui régissent toutes choses. Bon. Donc il faut avoir la rigueur de les comprendre et de les appliquer, et puis bon, essayer de naviguer à l'intérieur de ces lois rigoureuses. Donc c'est imagination et rigueur. Bon. Bien sûr, le mathématicien ne cherche que la vérité. Bon. Ok. Mais l'artiste, bon, des fois la vérité toute crue, bon, elle n'est pas très belle à voir, ou je sais pas quoi. Donc il préfère imaginer une fiction pour transmettre certaines vérités. C'est plus joli, et puis bon, l'histoire est plus croustillante, ou je sais pas quoi. Donc des fois les artistes, on cherche toujours un peu la vérité, l'émotion vraie. Ils cherchent à faire ressentir aux spectateurs une véritable émotion. C'est plutôt ça, plutôt la vérité émotionnelle qu'ils recherchent. Faire ressentir au spectateur une émotion. Alors dans Titanic, c'est des fois l'amour, la tristesse, tout ça. Dans d'autres films, c'est autre chose. Donc chaque film, par exemple dans Orange Mécanique, le film de Stanley Kubrick, oh bah dis donc, là tu te prends de la violence gratuite, bah dis donc, je m'y attendais pas moi. Première fois que j'ai lu Orange Mécanique, waouh, shocking, me dire, bah dis donc, il y en a, ils sont complètement starbés, hein. Bah dis donc. Vaut mieux pas montrer ce film-là avant 18-20 ans, ou je sais pas quoi. Vaut mieux pas voir ça à 11-13 ans. Bon, heureusement, moi j'étais âgé quand je l'ai vu, mais bon. Donc il y a certaines fictions qui te montrent, par exemple dans Orange Mécanique, ça t'explique les starbés de la violence gratuite. Bon, si t'es plutôt peace and love, t'es pas trop dans ce style-là, tu comprends pas trop ces gens-là. Tu vois Orange Mécanique, tu dis, oh bah pétard, j'avais pas imaginé qu'il y avait des starbés comme ça. Oh bah dis donc, vaut mieux s'en méfier si j'en croise un. Donc bon, excellente citation de Augusto De Luca. Allez, nouvelle citation, Jean Guiton. Il est clair que la meilleure des règles, comme en toute matière où l'art paraît, c'est le contact renouvelé avec des modèles, c'est la fréquentation des maîtres, c'est l'imprégnation. Bon, bien sûr, quand on fait de la peinture, par exemple, à notre époque, admettons, bah, c'est bien de connaître 2-3 trucs sur Léonard de Vinci comme modèle, ou Picasso, ou il y en a tellement, des peintres magnifiques. Van Gogh, ah ouais, Van Gogh, un artiste original. Donc si on est artiste peintre à notre époque, vaut mieux s'inspirer un peu, essayer de voir, tiens, Léonard de Vinci, bon, admettons, qu'est-ce qu'il a fait lui ? Après Picasso, après Van Gogh, après la cathédrale Sixtine, bon, les œuvres d'art à gauche, à droite, de peinture, bon, on parlait très grand, bon, on s'inspire un peu des grands, des génies, on essaie de piquer 2-3 de leurs idées et de faire un mélange, de faire notre propre tambouille. Donc il faut avoir des modèles, c'est mieux. Bon. Mais que les tops, que les génies. Bon. Après, bien sûr, surtout quand on est jeune, bon, on a le choix, en gros, pour faire simple, on a le choix entre 2 options. Soit on prend un maître, on va à l'école, ou l'académie, ou ce qu'on veut. Soit on prend un maître, soit c'est autodidacte. Bon, il n'y a pas 36 solutions. Alors, bon... Autodidacte, c'est bien aussi, parfois, tout ça, mais bon, ça rame, t'es un peu tortu. Bon, le mieux, c'est un bon maître.
un maître expérimenté, tout ça, qui a de la bouteille, un bon maître. Tu vas avoir un bon maître dans le domaine de compétences que tu veux. Et si tu es motivé, t'en veux, tout ça, bah tu vas apprendre très vite. Et puis surtout, si c'est cours particulier, alors ça c'est le top. C'est-à-dire que si le maître est bon, bien sûr, il va s'adapter à ton niveau spécifique. Et il va te faire monter à ton niveau. Fou. Donc si t'es tortue, bon, ça va être peinard. Si t'es moyen, bon, ça va speeder un peu. Puis si t'es hyper doué, ça va être tout. Tu vas absorber très rapidement tout un domaine de compétences jusqu'à un certain niveau avec un bon maître et très rapide. Hein, tout. Surtout si t'es motivé et puis tu comprends vite, tu retiens bien. Bon. Et puis bien sûr, comme le disait Henri Poincaré dans la résolution des équations fouchiennes, dans sa célèbre anecdote du marchepied de l'omnibus, référencée même dans les académies de psychologie. Bon, il t'explique dans certains problèmes très complexes. Bon, par exemple, la résolution des équations fouchiennes pour Poincaré, il a bossé, admettons, 2 mois comme un taré, il tournait en rond, il disait « Oh là là, je vais pas y arriver ». Puis un pote à lui, quand il a vu ça, il a dit « Bon allez, va faire une semaine de randonnée dans la forêt, ça te fera le plus grand bien ». Bon, là, il savait pas trop, Poincaré, il le raconte dans ses mémoires. Bon, il a dit, allez, pourquoi pas. De toute façon, je tourne en rond, j'en ai marre. Donc, il s'est barré une semaine vers Nancy ou je sais plus où. Puis, bon, il était allé avec une bande de potes, et il papotait, et pas d'équation fouchienne pendant X temps. Puis, d'un coup, il monte dans un omnibus à la con, bon... Et puis, il met le pied sur le marchepied. C'est pour ça que l'anecdote, c'est le marchepied de l'omnibus de Poincaré. Donc, il met le pied sur le marchepied, puis clac. Bon, c'est ce qu'il dit dans sa mémoire. Et puis, clac, il a eu un flash lumineux, ou je sais pas quoi. Puis, il a eu toute la résolution des équations fouchiennes, d'un coup, tout le texte dans la tête, nickel chrome, et puis il était là, il a tout compris du premier coup, bon, c'est Poincaré, et puis bon, il a continué à papoter tranquille avec ses potes, puis il est revenu à son bureau, il a tout écrit, tac, théorème, preuve, allez hop, résolu les équations fouchiennes, et totalement, il a trouvé le groupe, le machin, le truc. Allez hop, les équations fouchiennes résolues par Henri Poincaré. Bon. Et donc, après, il a réfléchi, des psychologues sont allés le voir, lui ont dit, c'est quoi ce bordel? Expliquez-nous. Puis Henri Poincaré, il a expliqué 2-3 trucs. Puis il leur a dit, bon, bah voilà, j'ai une conscience, mais aussi une inconscience. Bon. Donc, tu travailles à fond, tu as conscience sur un problème, puis après, une fois que tu tournes en rond à fond, tu fais stop, et puis tu fais totalement autre chose, tu réfléchis plus du tout, et puis ça mûrit dans ton inconscient. Alors, il faut un certain temps, c'est sûr. Et puis, si tu as de la chance, ton inconscient, clac, et tilt. Et puis l'inconscient, coucou le conscient. Ah. Donc, c'est pour ça que cette expérience s'appelle l'expérience du flash ou du marchepied de l'omnibus d'Henri Poincaré sur les équations fouchiennes. Bon, c'est référencé. Donc, il faut une certaine dose d'imprégnation et de laisser mûrir comme un bon vin dans son inconscient. L'imprégnation. Jules Verne. Il faut reconnaître que la nature est très artiste. La loi des contrastes, elle la pratique en grand d'ailleurs, comme tout ce qu'elle fait. Ça. La nature est très artiste aussi, bien sûr. Alors ça, pour moi, c'est une évidence. Mais elle est aussi scientifique, pas que artiste. Elle a les deux. Bon. Et bien sûr, la loi des contrastes.
Bon, ben, ça en algèbre, on connaît bien cette loi. La loi fondamentale algébrique, c'est qu'à toute chose, il y a un positif, un négatif et un neutre. Donc, contraste, il y a du plus, du moins. À chaque plus correspondait moins, à chaque moins correspondait plus. Et puis au milieu, bah, il y a le neutre. Donc, en arithmétique de base, c'est les nombres entiers relatifs, c'est-à-dire il y a 0, bon, le neutre, plus 1, plus 2, plus 3, bon, les entiers positifs, et puis les entiers négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, et comme ça. Après Marie de Solesmes, sans désir et sans amour, aucune œuvre d'art ne pourrait voir le jour. Ils sont la sève de toute création. Alors c'est sûr que quand on fait une œuvre d'art, ben, en général, dans un art, en général, c'est qu'on a un amour. Enfin, si on fait un chef-d'œuvre, c'est sûr. Si on fait son premier dessin là, à 5 ans, bon, est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Mais bon, je parle de chef-d'œuvre. Donc, si quelqu'un, un artiste dans un art, fait un chef-d'œuvre, c'est que, en fait, inévitablement, si tu lui poses la question, est-ce que tu aimes profondément cet art, à 99% de chance, il va te répondre passionnément. Donc, si t'as pas une bonne dose d'amour dans ce que tu fais, tu auras du mal à créer un chef-d'œuvre. Donc c'est un ingrédient essentiel, c'est aimer passionnément ce que l'on fait, son art ou sa science, ou ce qu'on veut, son pain, pour le boulanger, il aime la farine, il aime faire du pain, des croissants. Et puis bien sûr, si tu veux pondre une œuvre d'art, le mieux, c'est de l'avoir désiré souvent, longtemps, avant, réfléchi, médité, pensé, optimisé, calculé, retouché, retravaillé. Beaucoup de transpiration. Nicole Bordelot, si vous visez la perfection, vous serez déçu, mais si vous vous considérez comme une œuvre d'art en pleine évolution, vous serez en paix. Bon, bah, bien sûr, maxime de sagesse, nul être humain est parfait. Bon, tac, point à la ligne. Bon. Une fois que tu as compris ça, bon, ok, je suis un être humain, donc je suis pas parfait. Oh, surprise. Et puis, laisse tomber, quel que soit ton âge, quelle que soit ta connaissance, quelle que soit ta sagesse, laisse tomber. Nul être humain est parfait, point à la ligne. Bon, une fois que tu as compris ça, tu te dis, bon, bah, moi aussi, c'est pour ma gueule, je suis pas parfait. Ah, surprise. Donc, ceux qui cherchent la perfection, utopie absolue, folie furieuse, bon, laisse béton. Nul être humain est parfait, donc je ne suis pas parfait. Je ne serai jamais parfait. Bon, une fois que tu as digéré ça, bon, donc tu as compris que le mieux, c'est d'évoluer toujours positivement, enfin en moyenne, d'essayer toujours d'évoluer positivement. Puis c'est open bar, hein, tu peux y aller à l'infini. Tu peux toujours chercher à évoluer positivement. Puis tu montes les échelons, puis c'est infini, donc c'est open bar. Donc, tu prends du recul sur toi-même, et puis d'un certain point de vue, tu te considères comme ton œuvre d'art, et tu essayes d'évoluer positivement le plus possible. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, tu dis, bah tiens, je vais apprendre quoi de nouveau, je vais chercher quoi de nouveau, je vais synthétiser quoi de mon passé, ou je sais pas quoi encore. Paul Carvel, l'écrivain rêve d'être le sculpteur des mots et le peintre des idées. Magnifique citation poétique. Alors, c'est une métaphore, bien sûr, mais c'est vrai que face à certains textes magnifiques, un des plus beaux textes que j'ai jamais lus de ma vie, c'est, enfin, 2 livres.
du même auteur, René Descartes. C'est le discours de la méthode et les méditations métaphysiques. Oh là là, des deux chefs-d'œuvre absolus, enfin absolus, façon de parler, deux chefs-d'œuvre au top du top. Bon, il y en a d'autres. Il y a Platon aussi, mais enfin bon, René Descartes, les méditations métaphysiques et le discours de la méthode. Waouh! Donc, quand on voit dans une page, dans certaines pages, bon, on voit toutes les idées là qui s'enchaînent. Waouh! Et quand on analyse la page, on voit surgir un certain pulse d'idées colorées. Tout ça, c'est magnifique. Mais bon. Donc, un ensemble d'idées corrélées en même temps. Ça, dans ton esprit, ça peut former un ensemble coloré, tout ça, de concepts, d'interactions. Donc, les idées peuvent aussi être colorées, avec leur interaction entre elles. Et puis, bien sûr, des fois, les mots n'existent pas dans le dico. Moi, j'en ai inventé un paquet de nouveaux mots, en maths, les listes en cascade, etc. Et donc, bon, bah forcément, quand tu tombes sur un nouveau concept, une nouvelle idée, ou un nouveau truc qui n'était pas connu, bon, bah, faut bien le définir, lui trouver un nouveau mot, un nom. Alors tu te dis, mais quel nom je choisis? Bon, déjà, faut pas que je choisisse un nom qui existe déjà dans le dico. Donc, bon, ça, à la limite, c'est facile. Tu testes un nom sur... Si tu dis mon nom c'est Schtroumpfette Label, ou je sais pas quoi, tu vas appeler ton nouveau mot Schtroumpfette Label, bon, tu regardes déjà sur Google, Schtroumpfette Label, Enter, ça existe ou pas? Bon, alors si ça existe pas, bon, tu choisis entre plusieurs qui n'existent pas, lequel tu vas choisir pour définir un nouveau concept. Oh bah, c'est pas facile, hein. Donc par exemple, en algèbre, de la choisissabilité des chemins, bon, j'avais un style de liste défini avec certaines équations. Bon. Puis bon, j'ai eu l'idée en voyant des cascades d'eau. Alors je me suis dit, tiens, je vais les appeler les listes en cascade. Bon, allons-y gaiement. Bon. Albert Einstein, hein, magnifique. J'éprouve l'émotion la plus forte devant le mystère de la vie. Ce sentiment fonde le beau et le vrai. Il suscite l'art et la science. Ah, les mystères de la vie. Il y en a tellement. Donc c'est tellement beau de les chercher, de les découvrir, de les comprendre. Et puis de les enseigner aussi. Et puis bien sûr... Quand tu cherches à résoudre les mystères de la vie, tu cherches pas les mensonges, tu cherches la vérité. Enfin, c'est un peu élémentaire. Et bien sûr, quand tu découvres de plus en plus en profondeur les mystères de la vie, tu te rends compte d'une beauté pharaonique. Waouh! Et puis bien sûr, si tu veux comprendre un petit peu les mystères de la vie, bon, il n'y a pas que les sciences et les arts, il y a les 16 concepts. Mais bien sûr, si tu veux comprendre un peu de façon structurée, bon, faut faire des maths, donc de la science. Et puis, bon, si tu fais que des maths, tu vas pas tout comprendre. Donc, il faut aussi faire de l'art, puisqu'il y a aussi le langage artistique. Et puis après, tu comprends que science et art sont en couple de concepts opposés, donc il y a de la science dans les arts, et il y a de l'art dans la science. Donc si tu veux progresser en science, des fois, faut progresser en art aussi. Yin-yang. Vincent Van Gogh, cultivez votre amour de la nature, car c'est la seule façon de mieux comprendre l'art. Bon, la seule façon, il exagère un peu, mais... En tout cas, son conseil de cultiver l'amour de la nature, ça c'est un excellent conseil. Dans la nature, il y a tellement de choses merveilleuses. Nager avec des dauphins, quel bonheur! Ça, je le conseille à tout le monde. Surtout si t'es dépressif. Alors là, c'est guérison presque garantie.
Oui, parce que il y a des choses, des ondes électromagnétiques, les sonars, tout ça. Enfin bon, c'est très compliqué. Mais en gros, si t'es pote avec un dauphin, bon, il faut qu'il t'accepte. Mais ils sont plutôt cool, les dauphins. Donc si tu vas pas agressif, bon, si tu lui donnes un peu à bouffer ou je sais pas quoi. Bon, t'as de la chance, si tu connais les endroits à dauphins, de te faire pote avec un dauphin. Donc tu prends masque, tuba, palme, et tu vas nager un peu avec le dauphin. Oh, quelle expérience magnifique. Ils sont top cool, les dauphins, quand ils sont potes avec toi. Puis en plus, tu les caresses un peu, puis même, tu peux le choper par l'aileron, ça lui fait pas mal, tout ça. Puis il te tracte, ouais, super, hein, tu fais du surf sur dauphin. Oh, alors ça, c'est top. Enfin, bon. Donc, l'amour de la nature, parfois, t'apporte des, des extases magnifiques. Gustave Flaubert, l'auteur dans son œuvre doit être comme Dieu dans l'univers, présent partout et visible nulle part. Ouais, bon, c'est un peu exagéré de se comparer à Dieu. Bon, celui qui dit coucou, moi c'est Dieu. Bon, à part Dieu, bon, si c'est vraiment lui, bon Dieu, bon d'accord, il peut dire coucou, c'est Dieu. Mais à part cette exception, celui qui dit je suis Dieu, oh bah dis donc, qu'est-ce que je me marre. Donc se prendre pour Dieu, bon. Mais l'idée est bonne, c'est-à-dire que en fait, quand tu fais une œuvre d'art, par exemple quand tu es un écrivain, Victor Hugo qui écrit Les Misérables, bon, tu as l'impression que, bon, bah bien sûr c'est Victor Hugo qui a tout écrit, enfin normalement, et donc c'est lui, c'est tout son texte, bon. Par contre, tu vois, à aucun moment, il y a marqué Victor Hugo dit, je sais pas quoi, une citation, une phrase de Victor Hugo, enfin dans son livre Les Misérables. Il raconte une fiction. Donc, dans sa fiction, on voit jamais le nom de Victor Hugo, sauf sur le début du livre, ah, c'est lui l'auteur. Mais dans sa fiction, on le voit jamais. On sait jamais exactement ce que pense Victor Hugo. Enfin, on s'en doute, mais il le dit jamais explicitement. Il dit jamais s'il est pour Les Misérables, ou si pour le salaud de flic, ou je sais pas quoi. Bon. Émile Bernard, 3 opérations. Voir, opération de l'œil. Observer, opération de l'esprit. Contempler, opération de l'âme. Quiconque arrive dans cette 3e opération entre dans le domaine de l'art. Bon, bah bien sûr, c'est la base, aussi en sciences. Voir d'abord, observer ensuite, tac, tac. Puis après, bien sûr, une fois qu'on a commencé à analyser, à accumuler plein de bases de données, on peut commencer à comprendre un peu et contempler la beauté de je sais pas quoi. Par exemple, d'un pan qui fait sa déclaration d'amour à sa femelle. Oh, c'est magnifique, à voir dans les zoos ou dans les reportages animaliers. Donc, bien sûr, il faut arriver à la contemplation. C'est le mieux. D'abord, voir, accumuler les données, observer, puis après, réfléchir, synthétiser, puis contempler. L'avant-dernier pour la route, Aristote, c'est par l'expérience que la science et l'art font leur progrès chez les hommes. Bah bien sûr, c'est à force de réfléchir, de répéter, de faire des erreurs, de se corriger, de bourlinguer à gauche, à droite, dans des expériences diverses et variées, que parfois, bon, bah, clic, t'as le déclic pour ta recherche scientifique ou artistique. Je me souviens que j'ai résolu certains théorèmes, par exemple, en écoutant une musique que je connaissais pas. Je me souviens, par exemple, quand j'étais jeune, bon, je bloquais sur un problème, bon, puis j'en avais marre, tout ça.
j'ai mis une petite musique, c'était ACDC, petite musique bien dynamique, tout ça. J'ai écouté, dansé un peu. Puis après, je me suis remis sur le truc, motivé, allez, et puis paf, je l'ai résolu. Ah, donc, expérience dans la science, dans les arts, il faut bosser, répéter, assimiler, répéter, 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 jusqu'à ce qu'on maîtrise les mouvements, les idées, tout ça. Donc, expérience, travail, répétition. Et la dernière pour la route, Friedrich Nietzsche. Une vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Ah bah ça, ceux qui écoutent zéro musique tout le temps, pouah, quelle misère. Ils n'ont pas tout compris à la vie. Bon, je sais bien qu'il y a certaines musiques, bon, il vaut mieux pas les écouter, il vaut mieux être en silence que écouter certaines daubes. Mais il y a tellement de chefs-d'œuvre dans la musique, surtout à notre époque. Après, tu peux choisir la musique que tu veux. Si tu préfères Tchaïkovski en classique, bon, bah, c'est comme tu veux. Ou alors si tu préfères les Rolling Stones, ou Prince, ou Michael Jackson, ou Madonna. N'importe quoi, c'est open bar. Il y a tellement de chefs-d'œuvre dans tous les styles musicaux. En jazz, fais-toi tenter par un petit Miles Davis, qui est chef-d'œuvre. Et il y a dans tout domaine musical, il y a des chefs-d'œuvre, des pépites. Et puis à notre époque, il y en a des centaines. C'est open bar. Donc c'est tellement dommage de se priver de ça. Donc moi je conseille à tout le monde d'écouter de la musique très régulièrement et tous les jours. Et puis de temps en temps, vous écoutez toujours une nouvelle musique que vous connaissez pas à votre répertoire. Et puis aussi, de temps en temps, c'est sympa de se réécouter certaines musiques qu'on aime bien. Bon, faut faire les deux, diversité. Mais tous les jours, essayez d'apprendre une nouvelle musique. Tiens, je vais écouter Coldplay, je sais pas qui, Madonna, tiens, j'ai pas tous ces albums. Céline Dion, Goldman, Michel Berger, Aznavour, Jacques Brel, Brassens, Edith Piaf. C'est open bar. Donc tous les jours, nouvelle musique. Allez, une petite nouvelle musique, tiens, je connais pas. Allons-y gaiement. Alors c'est sûr, des fois, tu tombes sur, bon, pas sympa. Mais d'autres fois, chef-d'œuvre. Par exemple, un des derniers chefs-d'œuvre nouveaux que j'ai entendu, c'est Kenji Girac, Les yeux de la maman. Alors ça, si t'as une mère que t'aimes, waouh, Les yeux de la maman, tu lui passes, regarde maman, je t'aime. Les yeux de la maman de Kenji Girac. Bon, même tu peux la chanter en même temps, parce que tu la connais par cœur, forcément. Et donc tu lui chantes à ta mère, Les yeux de la maman de Kenji Girac. Chef-d'œuvre. Donc, nouveauté. Bon, si j'étais resté cloisonné dans ma musique des années 80, bon, bah, j'aurais jamais connu ce chef-d'œuvre absolu. Enfin, absolu. Ce chef-d'œuvre magnifique de Kenji Girac, Les yeux de la maman. Puis il en a fait d'autres, le petit Kenji. Il est vraiment cool. Bon, voilà. Fin de mon introduction à l'art.